Est-ce que tu écoutes ça, l'émission Stat à Radio-Canada? Il a été question de chirurgie bariatrique et de complications dans un des derniers épisodes et je voulais faire un retour parce que vous avez été plusieurs à vous questionner à savoir, c'est-tu vrai? Est-ce que c'est possible cette complication-là? On peut-tu manger autant? Récapitulons. Mardi dernier, donc le 9 septembre 2025, l'hebdomadaire maintenant, si j'ai bien compris, c'est pas une émission que j'écoute habituellement, l'émission aborde justement, évidemment de façon fictive, un patient, donc un homme qui aurait eu recours à un bypass gastrique il y a 2 ans. Il se présente à l'urgence avec une rectorragie, c'est-à-dire il saigne abondamment de l'anus. On n'a pas beaucoup d'informations, puis rappelons-le, c'est fictif. Mais là, les médecins commencent les investigations et là, le diagnostic tombe, on aurait un ulcère, donc à l'anastomose. C'est un beau mot, ça, pour le Scrabble. Donc, un ulcère à l'anastomose. Est-ce que ça se peut? La réponse est que oui, un ulcère à l'anastomose, ça se peut. Par contre, ce que l'émission semble laisser sous-entendre à l'heure actuelle, parce qu'il y aura probablement une suite dans les prochains épisodes, mais en fonction de l'information qu'on a jusqu'à présent dans l'histoire, ça laisse sous-entendre que ça serait parce que la dite personne a surmangé, a surconsommé, parce qu'on a une parcelle pendant quelques instants où est-ce qu'on voit l'homme s'installer à son domicile, placer plusieurs aliments et se mettre à manger de façon rapide, en mastiquant un peu. Et c'est là qu'on voit l'espèce de suivi où est-ce qu'il arrive avec les saignements. Alors, le vrai du faux. Un ulcère au niveau d'un anastomose avec un bypass, oui, c'est possible. Est-ce que c'est causé par une suralimentation? La réponse, pratiquement impossible pour voir. J'ai même le goût de dire impossible. Puis, après avoir validé auprès de Dr Alexandre Bougie, qui est chirurgien bariatrique à l'hôpital Pierre-Boucher, lui aussi était pas mal formel. C'est pas ça qui crée des ulcères. Ce qui crée des ulcères, 3 grands éléments. Le tabac, c'est pas pour rien qu'on est insistant sur le fait d'arrêter de fumer avant et après une chirurgie bariatrique. La consommation d'AINS, donc au fond d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce que ça peut vraiment augmenter l'irritabilité au niveau de l'estomac, ça peut fragiliser, et finalement une consommation d'alcool excessive. On le sait qu'il y a plus de risques de développer de l'alcoolisme après une chirurgie, c'est pas pour rien qu'on essaie d'en parler de plus en plus, mais au-delà de l'effet pur de l'alcoolisme, oui, ça peut augmenter aussi les complications plus directes en lien avec la chirurgie, donc augmenter les ulcères. J'aurais le goût de rajouter une 4e cause quand même qui peut, en tout cas, mettre de l'huile sur le feu, une surconsommation de caféine. Puis encore là, on ne sait pas exactement quelle quantité, mais particulièrement combinée au tabac, à l'alcool et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Là, vraiment, ça augmente les risques d'ulcères. Donc, dans l'épisode, il est question justement du traitement parce que là, on voit l'homme qui est vraiment en très fâcheuse position, a des saignements importants, perte de conscience. On propose un traitement qui est une cicatrisation là, interne. Donc, on va aller faire une gastroscopie. On va aller régler ça justement là, en gastro-entérologie. Et ça, c'est tout à fait possible. Le deuxième volet qui a suscité, par exemple, beaucoup de questions, parce que vous avez quand même été plusieurs à écrire dans commentaires privés, est-ce que vous allez commenter sur l'épisode? Cette partie-là, je veux d'ailleurs féliciter les auteurs, par exemple, d'avoir ouvert cette discussion-là, cette porte-là sur ce sujet-là, même si, bon, l'association entre le comportement alimentaire et la complication, là, il y a fausse route. Par contre, ils ont ouvert une porte sur quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire les troubles de conduite alimentaire, troubles de comportement alimentaire, les TCA. Donc, même si on n'a encore pas assez d'informations pour aller poser un diagnostic, toujours dans une émission de télévision, évidemment, on voit une crise compulsive, une frénésie alimentaire lors de l'épisode. Donc, on voit le jeune homme arriver à son domicile avec plusieurs aliments, s'installer de façon très rituelle. Donc, on voit qu'il place le sac de chips à un certain endroit, les frites, les bonbons à un autre endroit, le popcorn, le burger. Donc, des aliments qu'il va consommer de façon rapide, sans savourer. Là, on voit que la mastication est à peine présente et que vraiment,
en tout cas, le jeu de l'acteur nous démontre une forme de détresse psychologique associée. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est est-ce qu'il va y avoir un mécanisme compensatoire. Donc, est-ce que par la suite, il va y avoir soit vomissement volontaire, utilisation de laxatifs, exercice à outrance. On ne sait pas trop à ce niveau-là. On ne sait pas non plus s'il va y avoir des vomissements dits spontanés. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre un petit astérique comme quoi il allait y avoir des sujets quand même pas évidents que j'allais aborder dans cette capsule-là. Donc, lorsqu'il est question soit de boulimie, donc lorsqu'il y a des comportements compensatoires, ou encore du trouble accès hyperphagique, qu'on appelle bien souvent l'hyperphagie boulimique, il peut y avoir une consommation excessive, rapide d'aliments. Puis c'est vrai que c'est un trouble. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas un manque de motivation, c'est pas un manque de connaissances, parce que là, il y a eu des commentaires franchement désolants. Donc, une personne qui souffre d'un trouble comme ça, le sait fondamentalement qu'après une chirurgie, des chips, un burger, des frites et des bonbons, ce n'est pas le meilleur choix. Ce n'est pas un manque de connaissances. C'est de la souffrance pure et dure qui bien souvent part d'un état émotif, une gestion de stress. Il peut y avoir des traumatismes qui ont entraîné justement ces méthodes de compensation-là. Donc, ce n'est pas des crises compulsives comme ça qui vont créer un ulcère, mais ça ne veut pas dire que d'un point de vue médical, physique et d'un point de vue psychologique, ça n'a pas des répercussions importantes. C'est pour ça que je disais oui, quand même, félicitations aux auteurs d'avoir ouvert cette porte-là. Mais là, la question que plusieurs se posaient, c'est est-ce que c'est réellement possible de manger comme ça après un bypass? Vous savez, moi, comme nutritionniste, j'accompagne plein de personnes différentes avec des parcours aussi différents, mais aussi inspirants. Puis malheureusement, ben oui, ça se peut. Je dis malheureusement parce que c'est pas tant l'apport énergétique que je trouve malheureux, c'est la souffrance et la détresse qui se cache derrière ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est vrai que bien souvent, il va y avoir des vomissements bien avant d'être capable de consommer ce qui a pu être représenté dans, encore là, l'émission fictive. Donc, le corps va bien souvent rejeter les aliments avant de pouvoir manger autant. Ceci étant dit, puis je mets toujours l'accent là-dessus, toutes les chirurgies bariatriques ne sont pas pareilles. Dans l'histoire, il est question d'un bypass gastrique. Ce que ça veut dire, c'est que si moindrement, durant la crise, il y a aussi consommation de liquide, c'est pas du tout impossible que, oui, la quantité de nourriture soit aussi importante parce qu'il y a une partie de la nourriture qui peut être flushée, qui peut être propulsée vers les intestins parce que dans le bypass, on n'a plus de porte de sortie à la fin de l'estomac. Le pilar n'est plus utilisé. Voyons ces termes techniques. Ben, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des différences d'un type de chirurgie à l'autre. Là, il ne faudrait pas essayer de se dire hey, je vais choisir mon type de chirurgie bariatrique si vous êtes en préparation en fonction de si je vais pouvoir avoir des crises compulsives ou pas, si vous êtes malheureusement dans une situation trouble avec l'alimentation. Oh là, c'est pas du tout le message que j'essaye de passer. Mais de bien comprendre les différences notables entre les chirurgies peut aussi énormément expliquer comment il peut y avoir une différence importante dans les quantités consommées lors d'un repas, je vais dire, normal, sain, dans une atmosphère détendue, versus lors d'une crise compulsive. Donc, le trouble d'accès hyperphagique ou la boulimie, c'est possible d'être présent avant une chirurgie et c'est possible d'être présent après une chirurgie. Dans tous les cas, il faut un suivi, un encadrement par des professionnels qui sont qualifiés pour justement s'assurer qu'au-delà de la perte de poids, on a une amélioration de la santé physique et psychologique. Donc, si moindrement vous vous êtes reconnu sans le segment anal nécessairement, par contre, si vous avez un segment, définitivement, allez consulter votre équipe. Mais si la relation très impulsive face à l'alimentation, ça vous a dit quelque chose, vous êtes reconnu, je vous invite fortement à aller chercher l'aide dont vous avez besoin et de ne pas rester seul. Parce que non, vous n'êtes pas seul. Et cette sensation, ce sentiment de solitude-là fait juste exacerber le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je ne suis pas normale, qu'en réalité, il y a énormément, trop de personnes qui souffrent seules en silence. Donc, n'hésitez pas à venir demander de l'aide, que ce soit évidemment, oui, auprès de notre équipe, ça va nous faire plaisir de vous accompagner, mais il y a différentes ressources qui sont disponibles au Québec pour vous accompagner. Vous pouvez évidemment commencer par aller
ressonner, aller recogner au niveau de votre équipe qui vous a opéré initialement. Et en vous souhaitant une bonne suite de visionnement, si c'est une émission que vous écoutez. D'ailleurs, l'histoire en parallèle qui se jouait avec le petit garçon puisqu'on l'a retrouvé dans sa gorge, j'avais vraiment pas besoin de ça dans ma vie. Mais puisque je présume qu'il y aura une suite, je vais peut-être écouter le 2e épisode s'il le faut. Donc, en espérant que ça vous éclaire un petit peu sur cet épisode fictif, mais qui a quand même abordé la chirurgie et les troubles du comportement alimentaire. Au plaisir!